Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le financement participatif et plus précisément sur les solutions de crowdlending. Je vous propose, si vous m'entendez bien, de lever votre petite main virtuelle. Est-ce que... Voilà, super, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui le font. S'il y a un problème technique, écrivez-le dans le chat, je regarderai juste après. Alors, moi, donc, je me présente, je suis Éléonore Mijal, je travaille pour le service 1819. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un service de la région bruxelloise et on propose des conseils, enfin de l'information de première ligne et de l'orientation pour les porteurs de projets et pour les personnes qui sont déjà indépendantes ou qui auraient déjà une société. Le 1819, c'est à la fois un site web sur lequel il y a une mine d'or d'informations. Si vous en cherchez, n'hésitez pas à aller voir. Et un numéro de téléphone que vous pouvez appeler entre 9h et 17h, tous les jours ouvrables pour l'instant. On est toute une équipe de conseillers, on vous répond avec grand plaisir. Alors régulièrement, on organise des formations comme aujourd'hui. Celle-ci, elle a lieu dans le cadre de la semaine financement. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur notre site dans l'onglet événements. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du thème du crowdlending. On a 5 intervenants qui sont avec nous. Alors, on a Joël Duisan pour Bibons. Ensuite, Bonjour. on aura Pierre-Yves Pirlot pour Econova. Margot Mabi pour Lita. Malik Sloss pour Look and Fin et Bonjour. Caroline Jonker pour Mimosa. Bonjour. Voilà, je vous propose de commencer. Je vais donner la parole à Joël Duisan pour Bibons. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Je les poserai à la fin de chaque intervention si elles sont directement liées à l'intervenant. Et sinon, on fera une séance de questions-réponses en fin de session si ce sont des questions plus générales. Voilà. Alors, je te donne la parole, Joël. Voilà. Bien, merci beaucoup, Éléonore, et ravi de participer à cette réunion sur le thème du financement et principalement sur l'action que peut représenter le crowdlending quant à ce financement. Donc, nous, chez Bibons, en fait, on est une société assez jeune. On a commencé en 2017, on a eu l'agrément en 2019. Notre core business, à l'origine, étant moi-même agent de change, c'est de s'occuper de financement boursier, mais également de financement privé. Et l'accès au crowd via l'agrément de plateforme de crowdlending nous a permis de développer cette activité, de la rendre accessible à des petits investisseurs, mais aussi de pouvoir participer à du financement pour des porteurs de projets qui ont des besoins entre 500 000 et 5 millions d'euros. Et généralement, ces demandes de financement n'est pas rencontrées ni auprès des banques, ni auprès d'institutions régionales. Et se passait plutôt sur le thème de Family and Friends. Et nous, on l'a structuré, régularisé pour pouvoir la présenter à tous les investisseurs intéressés à participer au financement de projets. Maintenant, juste un détail par rapport, je veux dire, aux investisseurs. Il y a une réelle demande, et je pense que les intervenants ici seront d'accord avec moi. Il y a une réelle demande de la part des investisseurs de pouvoir placer son argent dans des projets qu'ils comprennent, dans des projets qui sont transparents, dans des projets qui sont près de chez eux. Nous, on a commencé chez Bibons par financer des projets immobiliers parce qu'on avait une expertise dans le domaine. Et on s'est rendu compte, suite à la crise du Covid, qu'il y avait une réelle demande aussi pour des projets corpaux. Et c'est pourquoi on a mis en place un système qui permet le financement de projets corpaux. Alors, si vous m'y autorisez, je vais montrer mon écran. Voilà, qui permettra d'avoir, je ne sais pas si vous le voyez, mais qui permettra d'avoir la... Attendez, là, comment je fais pour revenir ici, ici. On voit bien ton écran, Joël. Tu dois juste mettre ta présentation. Voilà. Donc, en fait, la présentation, c'est le crowdlending corporate. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on a trouvé un nouvel axe de développement qui est le corporate. Et pour des sociétés qui ont eu un réel problème de trésorerie pendant la crise du Covid et qui n'ont pas obtenu d'aide, qu'elle soit régionale ou bancaire, et qui dès lors, on a proposé de recourir au service de la plateforme pour pouvoir aller motiver l'épargne citoyenne et la mobiliser pour soutenir ce genre de projet. Donc, comment ça se passe? C'est assez simple. En fait,
Au niveau des entreprises, nous, on propose nos services pour des projets qui sont entre 500 000 et 5 millions d'euros, qui correspond à l'apport de fonds propres exigés soit par les banques, soit qui seraient nécessaires pour la réalisation du projet en cours, ou en tout cas pour permettre d'assurer la croissance et le développement d'entreprises qui étaient saines avant la crise et qui ont été dans des secteurs qui étaient soit fermés, soit qui n'ont vraiment pas bénéficié d'aide. Au niveau des investisseurs, c'est très simple, il n'y a pas de frais. L'opportunité d'investissement est à partir de 1 000 euros et on a un taux annuel d'intérêt moyen de l'ordre de 7,7%. Généralement, pour les projets immobiliers, ça tourne autour de 8%. Et chaque projet étant différent, le taux d'intérêt peut s'appliquer de façon différente aussi par rapport à chaque projet. Quelques chiffres par rapport à B-Bonds. Comme je vous l'ai dit, on a été créé en avril 2017. On a l'agrément depuis 2019. On a déjà mis plus de 28 millions d'euros sur le marché avec des taux d'intérêt de 7,7% en moyenne, des durées de prêt entre 3 et 5 ans. On a pour le moment mené 25 campagnes et les campagnes de financement, ça c'est très important à signaler quand même en termes de financement. Chez nous, généralement, entre le premier contact et l'acceptation par le comité de sélection du dossier, ça prend au maximum 2 mois pour que l'argent soit sur le compte de l'entrepreneur. Donc, à qui s'adressent nos campagnes? Ça s'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des sociétés, qu'à des investisseurs institutionnels. On a la chance d'avoir la gamme complète d'investisseurs clients chez nous. Les particuliers, comme je l'ai dit, ça peut aller à raison de 1 000 euros et sans limite maximale. On a ouvert la porte aussi aux sociétés parce qu'il nous semblait vraiment important de pouvoir proposer aux sociétés de financer d'autres sociétés. On parle toujours des 300 milliards d'euros qui sont sur les comptes des particuliers en Belgique, les comptes d'épargne, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 1 300 milliards d'euros de trésorerie placés par les sociétés, là aussi, bien souvent à des taux d'intérêt négatifs. Donc, il nous semblait évident de pouvoir offrir ce service aux sociétés intéressées de financer d'autres sociétés. Et bien évidemment, on a aussi les investisseurs institutionnels, que ce soit compagnies d'assurance, fonds de pension, family office, qui participent aussi au financement et qui ont la possibilité de souscrire aux émissions obligataires. En ce qui concerne les conditions nécessaires et préalables et qui servent juste de filtre majeur par rapport à l'acceptation des dossiers, il faut que la société ait eu un EBITDA moyen positif sur les 3 dernières années avant la crise. Bon, si vous prenez les sociétés actives dans l'Horeca, bien souvent, elles étaient toutes en EBITDA positif. Et après la crise, pendant la crise sanitaire, évidemment, l'EBITDA est tombé à zéro et elles sont toutes même en perte. Et il faut aussi que le ratio d'endettement soit inférieur à 60%. Okay? Donc ça, c'est les deux grandes conditions préalables, parce qu'on ne veut pas que des sociétés qui allaient déjà pas bien avant la crise viennent rechercher du financement. On veut vraiment avoir des sociétés qui étaient saines et qui ont été à l'arrêt en termes de trésorerie et qui permettent, par le recours à B-Bonds, de reflouer ces trésoreries. Alors, comment se passent les différentes étapes d'une campagne? En fait, il y a d'abord la validation par le comité de sélection, après réception du dossier de l'entrepreneur. Ensuite, nous procédons toujours à une audit et une analyse par un Big Four. Alors, c'est soit Deloitte, soit PwC qui analyse toutes les données financières et comptables reçues par l'entreprise qui souhaite venir se financer via B-Bonds. Ensuite, nous émettons l'obligation et évidemment, suite à la réussite qu'on espère de la levée de fonds, on verse les fonds sur le compte ouvert à cet effet par l'entrepreneur et on lance la campagne et la campagne dépend aussi de la rédaction d'une note descriptive qui est le support commercial, je veux dire, de l'émission obligataire, mais aussi la note d'information qui elle, est le support juridique qui correspond au prospectus d'une IPO boursière traditionnelle. Nous procédons aussi à un suivi trimestriel de l'évolution des dossiers, ce qui veut dire que tous les 3 mois, fin de trimestre civil, on reprend contact avec le porteur de projet pour lui demander où il en est dans son plan de trésorerie, parce que ça nous permet de tenir informés les investisseurs de l'utilisation des fonds que l'entrepreneur a fait de la levée qui a été opérée sur B-Bonds. Et enfin, à l'échéance de l'obligation, nous procédons au remboursement. Nous émettons chez B-Bonds des obligations qui sont, enfin, l'émetteur au travers de B-Bonds procède à une émission obligataire d'obligations straight, ce qui veut dire que c'est des émissions obligataires dont le remboursement s'opère à l'échéance avec le paiement d'un coupon annuel.
Donc, il n'y a pas d'amortissement de capital, il n'y a pas de, voilà, le remboursement s'opère à l'échéance. Il faut savoir aussi que chez Bibons, nous avons créé le contact direct entre l'émetteur et les investisseurs, ce qui veut dire que nous ne passons pas par une SPV interne à Bibons. Tous les prêts sont des relations directes entre l'investisseur et l'émetteur. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à proposer votre projet en ligne sur la plateforme. On sera ravi de l'analyser et on sera surtout ravi de pouvoir vous faire bénéficier du know-how de Bibons pour lever des fonds et permettre à la structure, à votre société de bénéficier d'un apport de trésorerie permettant sa croissance et son développement. À ce propos-là, au niveau corpo, on a mis sur le marché, indépendamment des dossiers IMO que nous mettons une fois tous les 15 jours, nous avons procédé à l'émission obligataire de Pitaya, qui est donc une chaîne de Thai food street restaurant, qui est toujours dont l'émission a été prolongée de 3 mois, mais on est très fiers parce qu'on a quand même récolté plus d'1 million d'euros, alors que personne vraiment n'était désireux de financer ce projet qui pour nous ne représentait pas beaucoup de risques. Et prochainement, d'ici 15 jours, 3 semaines grand maximum, on va procéder au refinancement de Yoga Room, qui évidemment a aussi été fortement perturbé dans sa croissance et son dynamisme par le fait de la crise sanitaire qui ne lui a pas permis de travailler et d'utiliser ces différents points de yoga qui sont aussi bien en Belgique qu'en France. Donc voilà, nous sommes demandeurs de dossiers. On serait ravis de pouvoir participer, je veux dire, à l'analyse des dossiers et de pouvoir surtout mettre en contact l'épargne citoyenne avec des dossiers qui nous paraissent utiles et qui ont besoin de fonds. Voilà. Je suis à votre disposition s'il y a la moindre question ou quoi que ce soit comme demande d'information complémentaire. Super, merci beaucoup Joël. Je vois qu'on a une question pour l'instant. Quelqu'un demande si Bibons est accessible aux seeds et aux pre-seeds. Auprès de que j'ai pas compris. Donc il y a quelqu'un qui demande si Bibons est accessible aux seeds et aux pre-seeds. Je t'avoue que je ne sais pas à quoi il fait référence. Ah, le seed money, oui, d'accord, ok. Non, en fait, nous, on s'intéresse principalement, on ne finance pas des startups. Donc, le but pour nous, c'est de financer des sociétés qui sont soit en phase de scale-up, parce que comme on émet des obligations, en fait, le risque obligataire au niveau d'une startup est sensiblement équivalent au risque d'action. Donc, tout ce qui nous importe, c'est d'avoir des sociétés qui ont déjà voilà, prouvé qu'elles pouvaient réaliser leurs projets, mais qui ont besoin de fonds complémentaires, soit parce qu'ils ont été coincés en termes de trésorerie par rapport à la crise, soit parce qu'ils ont besoin de fonds pour assurer leur développement. Et à ce moment-là, c'est plus intéressant, et je me permets juste de faire ce dernier commentaire, c'est beaucoup plus intéressant pour le porteur de projet de venir se financer par du prêt, parce que ça lui évite d'avoir des actionnaires complémentaires, des dilués, et il a juste un financement complémentaire à un crédit bancaire qui lui est apporté par la plateforme Crowd. Ok, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions directement liées à ta présentation. De toute façon, si d'autres personnes ont des questions, posez-les dans le chat et on refera le point de toute façon à toute fin de webinaire. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Je vais maintenant passer la parole à Pierre-Yves Pirlot d'Econova. Bonjour. Alors, je te permets de partager ton écran. Voilà, un petit instant. Afficher mon écran. Voilà. Ça fonctionne. Très bien. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Pierre-Yves Pirlot, je suis le cofondateur de la plateforme Econova. Donc, tout comme Bibond et comme nos autres confrères, nous sommes agréés par la FSMA. Nous sommes aussi, pour information, agréés aux Pays-Bas par la FM, c'est l'équivalent de la FSMA. Econova, c'est une plateforme de crowdlending, donc de financement par le prêt, qui a pour vocation d'accélérer la transition écologique et le développement durable. C'est un petit peu lié à notre passé. Mon associé et moi, on vient du secteur de l'énergie. On a été confrontés aux oppositions contre les éoliennes. On a été confrontés aux lenteurs parfois de l'industrie de mettre à disposition des fonds pour entamer des transitions énergétiques.
Et donc, voilà, humblement, on essaye de mettre notre pierre à l'édifice en allant capter l'épargne des citoyens. Hein, Joël l'a dit, il y a vraiment beaucoup d'épargne au niveau privé, mais au niveau des sociétés également, qui est là. On n'est pas en avance sur nos objectifs climatiques et ça va demander des moyens et des moyens qui seront adéquatement complétés par les citoyens, pensons-nous, via le crowdlending. Pour sevrer la présentation, et je vous inviterai alors à aller voir la petite vidéo, je ne vais pas la présenter ici, c'est pas l'objet de la présentation. Je voulais juste vous parler des 3 piliers que nous finançons. Sur Econova, on a historiquement un fort pilier énergie renouvelable parce que c'est de là qu'on vient, c'est là qu'était notre expertise. Des projets photovoltaïques, des projets éoliens, des projets de biomasse, biogaz. C'était le point de départ de notre réflexion. Et puis, comme certains confrères, on a vu l'émergence de l'immobilier comme niche de financement appliqué au crowdlending. On fait aussi la promotion immobilière. On s'intéresse à des projets on ne fait pas de la transaction immobilière, on veut des projets qui amènent une plus-value au niveau de la qualité énergétique et on demande à nos clients des projets qui présentent des qualités qui dépassent la norme. Et puis en 2021, un peu à l'image de ce que disait Joël, mais dans un contexte un peu différent, on a vu apparaître les prêts régionaux. Des prêts régionaux, on va y revenir, qui permettent d'emprunter de l'argent à des conditions relativement intéressantes. Econova veut profiter de ces outils pour dire la chose suivante, cher patron d'entreprise, patron de PME, on ne parle pas ici de cible et de pré-cible pour les mêmes raisons qu'évoquées par Joël, on est plutôt dans un phénomène d'accélération des entreprises par le prêt, une fois que l'actionnariat est déjà relativement bien établi, une fois qu'on a déjà trouvé ses clients, on cherche à accélérer les choses, eh bien, il y a la possibilité de faire appel à Econova. Et Econova veut profiter finalement de sa capacité à financer les entreprises pour les prendre par la main et les emmener dans un chemin vers plus de durabilité. Il faut savoir que la durée des prêts sur Econova est en moyenne un peu plus longue que chez nos confrères parce qu'on est sur des durées moyennes de 7 ans. Eh bien, on pense que c'est des périodes de temps, pour les PME, on sera plutôt vers 5 ans, qui seront adéquates pour réfléchir durant cette période du prêt à une feuille de route pour améliorer la durabilité de l'entreprise en parallèle de ce remboursement d'argent. Donc, on ne demande pas aux entreprises d'être 100% durables pour se financer sur Econova, mais par contre, elles devront se mettre sur feuille de route et mettre en place des éléments concrets pour pouvoir être plus durables une fois que le prêt sera entièrement remboursé. Alors, on parle de prêt, mais c'est important de revoir le concept où on s'insère dans le prêt. Vous avez peut-être vu dans d'autres webinaires du 18-19, il y en avait un hier de Pierre Herman sur qui fait quoi dans le financement, c'était très intéressant. Et finalement, il faut pas tout confondre. Il y a dans le financement d'un projet ou d'une entreprise, il y a les fonds propres, c'est ce que vous avez dans votre poche grâce à vos actionnaires. Et à l'autre bout du spectre, vous avez votre endettement bancaire. C'est les prêts que les banques vont vous octroyer pour votre projet ou votre activité. Et la banque, généralement, bien, elle va essayer de vous prêter autant que possible, mais elle va aussi demander autant de garanties que possible pour essayer de couvrir son risque. Et donc, en fait, je vous invite vraiment tous à vous montrer critique lorsque vous entendez parler des taux d'intérêt, par exemple du crowdfunding et à contrario des banques, parce que vous ne pouvez jamais dissocier le taux d'intérêt du risque que prennent les gens qui vous prêtent. C'est vraiment deux choses que vous ne pouvez pas séparer. Donc, j'ai des clients qui me disent « Ah, mais le crowdfunding, quel est votre taux moyen ?» Ben, sur Econova, le taux moyen, c'est de 5% brut. Ah oui, mais moi, ma banque me prête à du 1,5. Ben, comparaison n'est pas raison. Vous ne pouvez pas comparer des dettes sans avoir mis dans la balance les risques encourus pour prêter cet argent. Donc, si vous avez ça en tête, eh bien, on peut diviser alors les financements de projets en trois grandes parties. Vous avez les fonds propres, le capital, ce que vous avez dans votre poche. Vous avez ce que la banque veut bien vous prêter, la dette senior, elle dispose de garanties. Entre ces deux mondes, il y a ce qu'on appelle la mezzanine, et c'est ce que Econova propose. C'est finalement une partie de ce que la banque ne veut pas vous prêter. C'est de la dette subordonnée jusqu'à 5 millions d'euros. Pourquoi 5 millions? Parce qu'au-delà, on sort du cadre du crowdfunding. Et c'est ce qu'on fait très généralement. Donc, on vient se substituer à une partie
de l'argent que vous devriez avoir dans votre poche pour obtenir votre crédit bancaire. Alors, on a aussi observé dans certains projets qu'il serait intéressant de prêter plus que ces 10% qu'on voit dans le premier exemple, qu'on appelle les quasi-fonds propres. Sur Econova, en fait, on a utilisé un véhicule, donc Joël en a parlé, pas juste pour le plaisir d'avoir un véhicule, mais pour pouvoir activer des sûretés. Si vous avez, par exemple, un projet immobilier, eh bien, on pourrait imaginer un financement jusqu'à 85-90% du projet à financer via ce véhicule. Et en fait, on va rassembler tous les créanciers qui vont prêter à Econova Finance, qui est notre véhicule, et puis Econova Finance va reprêter en une fois aux porteurs de projet. L'avantage, c'est pas juste le plaisir de créer des intermédiaires, on n'aime pas trop ça, on fait un métier de désintermédiation chez Econova, comme chez nos confrères, mais c'est simplement que le fait d'avoir cette entité entre les centaines d'investisseurs et le porteur de projet permet de facilement aller chez le notaire pour activer des garanties, des sûretés. Ça peut être une hypothèque, ça peut être du nantissement de part, ça peut être dans l'énergie, des mandats pour prendre la main sur les certificats verts. Bref, en résumé, on veut bien prêter plus sur Econova, mais pour prêter plus et que ce soit cohérent, il faut que ça coûte pas trop cher, il faut que le taux d'intérêt soit cohérent. Et pour le faire diminuer, je vous l'ai dit, le taux d'intérêt est toujours lié au risque. Pour le faire diminuer, il faut diminuer le risque. Et pour diminuer le risque, il faut des garanties et des sûretés. Voilà le cheminement. Donc, deux approches chez Econova. Soit on fait de la dette subordonnée, des quasi-fonds propres. On remplace une partie, un peu comme votre tonton qui viendrait, votre tata qui viendrait vous aider à financer votre projet d'achat de maison pour compléter un peu ce que vous devez avoir dans la poche pour obtenir votre crédit. Eh bien, nous, on joue un peu ce rôle-là. Et à l'autre bout du spectre, on peut carrément remplacer la banque. On l'a fait dans deux projets. Et là, pour ça, on a besoin d'activer des garanties. Donc, finalement, pourquoi faire appel au crowdfunding? Vous allez voir, il y a plein de solutions. Le 18-19 en a, Finance, Invest Bruxelles en ont. Il y a des institutions, il y a plein de gens qui peuvent vous offrir différentes solutions adaptées à vos besoins. Mais pour ce qui est du crowdfunding, on combine finalement la dimension financière avec la dimension communication et marketing. En 3 mois, c'est Finance, Federate, Communicate, c'est financer, on l'a dit, c'est financer une partie en quasi-fonds propres. Ça va vous faire du levier, ça va vous diminuer l'effort propre pour faire votre projet. Ça veut dire que soit vous ne l'aviez pas et ça vous permet de faire le projet, soit vous aviez assez d'argent dans votre poche. Ça veut dire que ce que nous, la partie sur laquelle on va se substituer, ça veut dire qu'il vous en reste dans votre poche pour faire autre chose, pour développer vos affaires, acheter différents équipements. Bref, vous gardez la pleine propriété aussi, et vous gardez le contrôle, parce que vous ne devez pas diluer l'accéléré, comme Joël l'a dit. Mais alors, la partie Federate Communicate, c'est fort important. Donc, fédérer, vous pouvez rassembler des gens autour de votre projet. Ça peut être des clients, ça peut être des riverains, ça peut être des employés. Ça vous permet, en résumé, d'avoir un effet marketing positif. Ça favorise l'acceptabilité du projet. C'est particulièrement vrai lorsque votre permis, si on parle de développement de projet immobilier ou de développement éolien, c'est peut-être pas le sujet du jour, mais parfois les citoyens s'y opposent. Donc, c'est bien de pouvoir fédérer les gens autour d'un projet. Et alors, dans l'immobilier, ça favorise. On a des cas très concrets de pré-vente, puisqu'on fait savoir qu'il y a un projet à financer. Derrière cette campagne de crowdlending, il y a des appartements à acheter et on a des cas concrets de vente pour des acquéreurs qui ont pris connaissance du projet de promotion immobilière via la plateforme. Alors, on parle de centaines d'investisseurs, parfois plus d'1 millier. Les entrepreneurs ont autre chose à faire que de gérer les adresses, les comptes en banque, les décès. Malheureusement, on en a déjà dû en gérer les successions, etc. Donc, il faut que pour le porteur de projet qui fait appel au crowdlending, à des critères de choix de votre partenaire de crowdlending, ça doit être la simplicité et s'assurer que ce soit géré de A à Z. Donc, Econova gère complètement la relation avec les investisseurs pour vous. On va générer les annexes fiscales pour vous, puisqu'il y a des taxes parfois qui s'appliquent. On va gérer la dimension administrative sur toute la durée du prêt. Ça, c'est vraiment très important. Un petit mot rapide sur les prêts régionaux. Donc, chaque région, on est en Belgique, c'est parfois pas toujours simple. L'ensemble des plateformes essaie de veiller à ce que ce soit toujours plus simple, mais ça l'est pas forcément. Donc, chaque région a mis en place son dispositif qui permet de répondre à un besoin important. C'est que, comme vous l'avez compris, quand on fait du crowdlending, la plupart du temps, les investisseurs sont payés après la banque en cas de problème. On dit qu'on est subordonné à la banque, à la fin, ça veut dire ça. Donc, les investisseurs prennent du risque et ce risque, il faut le récompenser. En moyenne, c'est du 5, du 6, du 7%.
Eh bien, évidemment, un élément positif à apporter aux entrepreneurs, c'est de diminuer ce coût de financement. Eh bien, les régions l'ont bien compris, c'est les fameux prêts régionaux. Donc, chaque région a un dispositif qui permet à l'entrepreneur de se financer avec une dette qui est très risquée, mais à un coût réduit. Alors, vous me direz, qui sera motivé de prendre beaucoup de risques et de ne pas être bien récompensé pour ce risque? Personne. C'est pourquoi les régions ont mis en place des avantages sous la forme de crédit d'impôt et de garantie. Donc, l'entrepreneur se finance à un coût relativement bas et l'investisseur, lui, reçoit un avantage fiscal pour compenser cette prise de risque. Et les régions s'y retrouvent simplement parce qu'elles vont permettre, via ces mécanismes, de renforcer la solidité financière des entreprises de leur région. Ça, c'est vraiment super. C'est particulièrement intéressant pour les PME. C'est par cet outil qu'on veut contribuer au financement des PME dans les 3 régions. Il existe aussi d'autres avantages. Ici, le tax shelter qui est très connu pour les prises de participation en capital, mais qui existe également pour les prêts, avec une exonération du précompte mobilier. Donc, sur les plateformes, quand on parle de taux, ce sont des taux bruts. Il y a une taxe en Belgique de 30% qui est prélevée à la source sur ces taux bruts. Donc, quand vous offrez du 5 brut, les gens reçoivent en fait du 3,5 net. Il faut prendre ça en compte. Mais il y a certains avantages pour les jeunes entreprises liés au plan start-up avec une exonération. Voilà, donc ça va relativement vite de lancer une campagne quand le dossier est bien monté. Ça prend quelques heures à quelques jours pour lever les fonds, mais il y a tout un processus d'analyse, au niveau de la durabilité, au niveau de la solidité, de la pérennité de votre entreprise. On décide ensuite des modalités de remboursement. Donc, on fait évidemment du remboursement avec le capital in fine, un bullet. Donc, on rembourse des intérêts pendant la durée du prêt, puis on rembourse le capital à la fin. Mais sur Econova, on sait à peu près tout faire. On peut mettre en place un remboursement à part égale chaque année du capital. On peut faire des annuités constantes à l'image de ce que vous avez peut-être dans votre crédit hypothécaire. On a même des mécanismes où on met en place des franchises. Donc, pendant 2-3 ans, le temps que le projet se monte, on ne paye que des intérêts et puis ensuite du capital. Et on a même des systèmes où on fait quelque chose de complètement customisé qui peut se justifier, notamment à Bruxelles, dans les projets énergétiques où il est facile d'avoir des revenus liés au certificat vert très importants au début et moins importants à la fin. Donc, on veut être très, très, très souple et on veut être un facilitateur pour le porteur de projet. On réfléchit avec lui aux modalités de remboursement, au taux d'intérêt à pratiquer pour que ce soit un succès et surtout un succès au regard de sa capacité, au regard de son projet, au regard de ce que son projet peut permettre en matière de remboursement. Alors, comme je vous l'ai dit, on gère de A à Z de la communauté. Typiquement, c'est plutôt des paiements annuels chez Econova. Vous payez annuellement sur un compte dédié, un compte séparé d'Econova qui n'appartient pas à Econova. Et nous donnons des ordres via un mandat que nous obtenons de votre part. On donne des ordres pour que chaque investisseur, à partir de ce compte, reçoive les montants. Donc, vous devez vraiment, vous pouvez vous concentrer sur votre business, on s'occupe de tout. Quant aux critères d'éligibilité, sur la partie plutôt solvabilité, liquidité, etc., je vous invite à aller consulter notre site, puisqu'ils sont différents en fonction du secteur. Ils sont différents en fonction que vous soyez dans une société de biens ou de services et en fonction de votre date de création. Donc, je vous invite vraiment à aller voir Econova sur notre page pour cela. On va bientôt l'améliorer. Et je veux terminer avec notre spécialité, c'est l'engagement local. Donc, dès qu'il s'agit de viser les employés, petite parenthèse, ce n'est pas éligible pour les prêts régionaux, on ne peut pas faire participer les employés dans ce cadre-là, mais si vous voulez faire participer vos employés, comme l'ont fait Ontex, Volvo, Arcelor, Iris Sud, les hôpitaux Iris Sud à Bruxelles, les clients, comme l'a fait Decathlon, ou les riverains, lorsque ce sont des projets où ça a du sens, eh bien, Econova a développé les outils qui permettent de réaliser des exclusivités ciblées. C'est vraiment un élément qui nous vient en fait de notre expérience dans l'éolien, mais maintenant qu'on applique à d'autres secteurs, ce qui nous a permis de lever 25 millions d'euros auprès de nos 10 000 membres et de travailler avec des marques intéressantes. Donc ça, ce sont les marques les plus reconnues, mais on travaille aussi avec des entreprises petites et moyennes. Des exemples concrets, ben voilà, un exemple concret que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce qu'on est sur le 18-19, on est sur Bruxelles et j'en conclurai ici, c'est le projet Tivoli Green City, un super projet de redéploiement de la région de la zone Tour et Taxi, où là, on allie un peu les deux métiers originels d'Econova, puisque c'est à la fois l'énergie, puisque c'est un projet pour lequel l'énergie a été
vraiment bien repensé, mais c'est aussi un projet immobilier. Là, en l'occurrence, on finançait l'exploitant de la centrale énergétique du site. C'est vraiment un beau projet très emblématique pour nous. Il y a d'autres références, une quarantaine de projets que vous pouvez consulter sur econova.com. On est une petite équipe, on est à votre disposition pour favoriser vos succès. Vous trouverez les coordonnées dans la présentation que vous recevrez. Et je suis à votre disposition maintenant ou plus tard pour vos questions. Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves. Voilà, merci beaucoup pour ta présentation. Effectivement, j'en profite pour préciser que vous recevrez donc les slides de tous les participants après le webinaire. Alors, on a une question, je vois. Quelqu'un te demande si Econova a une base de données d'investisseurs en attente qui seraient prêts à investir de manière récurrente sur des projets. Alors, la réponse est évidemment oui. Je pense que c'est le cas de mes confrères, c'est pas que Econova. Qu'est-ce qu'on constate? On constate simplement qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Pour vous donner un ordre de grandeur, les investisseurs en moyenne investissent 2500 € par offre en moyenne sur Econova, mais ils désirent un portefeuille diversifié et c'est fort bien parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes c'est super le crowdlending parce que vous êtes en direct avec le projet, mais contrairement à un fonds, vous n'êtes pas sur 10 ou 100 projets en parallèle. Si celui dans lequel vous avez décidé d'investir fait défaut, vous faites face à des risques importants. Donc, c'est fort bien et c'est précisément ça qui est super, c'est de voir l'engouement pour investir dans plusieurs projets qui va permettre certes de placer toujours plus son argent dans des projets de transition, mais ce qui va permettre aussi de mitiger le risque. Donc, oui, c'est un grand oui pour ça et qui fait d'ailleurs, comme certains de nos confrères, les campagnes vont de plus en plus vite dans des campagnes classiques. Et donc, on doit déployer un trésor d'inventivité pour contacter les porteurs de projets, leur faire savoir que le crowdlending existe. C'est pour ça que leur initiative comme aujourd'hui est super intéressant. Décider de le faire avec nous et puis surtout s'assurer que le projet est de qualité, puisque la qualité des plateformes, si vous êtes investisseur, c'est le type de projet, est-ce que vous êtes aligné avec l'analyse qui est réalisée, et puis in fine, il y aura aussi le défaut, c'est encore un peu tôt, on est un jeune marché, mais tôt ou tard, ici et ailleurs, il y aura peut-être des problèmes pour rembourser les prêts, et il faudra c'est là qu'on va juger la qualité des plateformes, et c'est peut-être encore un peu tôt pour le juger. Donc, en attendant, fort heureusement, les gens ils sont très motivés et ils réinvestissent. On n'a jamais raté une campagne. Pour clôturer, on n'a jamais raté une campagne. Et d'ailleurs, Econova est payé en occur no pay. Donc, Econova est payé au prorata des montants que nous levons effectivement. Si on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé, que le porteur de projet Econova n'est pas payé. Ok, merci beaucoup. On a une dernière question. Quelqu'un demande si Econova travaille à l'international. La question est sans doute si Econova travaille avec des projets présents en dehors de l'Europe. Et si oui, quelles sont les conditions pour travailler avec eux? Pour parler de l'international, je parle pour mes confrères, à mon avis également, ils pourront le préciser. Il y a deux axes. Soit vous pensez international du point de vue des investisseurs, soit vous pensez international du point de vue des projets. Donc, premier élément, c'est le plus facile pour les investisseurs. En fait, vous devez travailler pour cibler des investisseurs. Vous devez travailler commercialement là où vous avez votre agrément. Donc, moi, je peux cibler des investisseurs en Belgique et aux Pays-Bas parce que j'ai mon agrément dans les deux pays. Les projets, c'est différent. Vous pouvez très bien vous dire, je vais m'intéresser à un projet en Espagne. Attention, chers clients qui a votre projet en Espagne, ce seront des investisseurs belges. Donc là, on perd la dimension locale, on perd le lien tangible et direct entre l'investisseur et le projet. Donc, on est tout à fait ouvert à analyser des projets au sein de l'Europe, mais il faut que les porteurs de projet soient conscients qu'il y a une limite alors à la territorialité pour rechercher des investisseurs. Alors, en dehors de l'Europe, la problématique, alors, c'est une problématique d'accès aux données, de transparence, de capacité à pouvoir faire l'analyse et le due diligence de façon complète. On a nos outils en Europe et en Belgique pour pouvoir aller confronter les chiffres qu'on nous fournit avec, par exemple, la banque Carrefour et aller voir les chiffres qui sont publiés. C'est une obligation chez nous, c'est pas le cas partout. Donc, je dirais qu'en dehors de l'Europe, on va plutôt s'intéresser à des projets développés et construits ailleurs, mais pour lesquels le développeur et l'entité juridique est en Europe. Ok, merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est tout pour l'instant au niveau questions. Merci à toi pour ta présentation.
Alors, maintenant, je vais passer la parole à Margot Mabi de l'ITA. Margot a eu un petit souci technique au niveau de du partage de sa présentation. Margot, est-ce que tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Oui, super. Alors, Catherine va partager ta présentation. Je lui donne l'autorisation. Voilà. Et si ça te convient, alors tu pourras la commenter oralement alors. Ok, super. Merci. Oui, alors du coup, l'ITA, on est une plateforme d'investissement participatif également. On se situe comme Econova sur vraiment la dimension de l'investissement à impact, donc des financements d'entreprises avec un impact positif pour la planète et la société, avec vraiment un axe sur des entreprises qui cherchent à avoir les meilleures pratiques dans leur secteur, dans leur métier, qui cherchent à avancer là-dessus, et aussi avec la différence notable que nous, l'agrément FSMA qu'on a, est un agrément non pas pour faire du crowdlending, mais pour faire plutôt du crowd equity. Donc le produit financier qu'on propose, c'est du financement par action, donc en capital, ou du financement en obligation, de la dette avec des titres obligataires. Je veux bien qu'on change de slide. Merci beaucoup. Oui, alors l'ITA, c'est une aventure qui a commencé en 2014 en France et qui est ensuite devenue internationale. Donc 2017 en Belgique, 2019 en Italie. Il y a des nouveaux projets d'internationalisation pour ouvrir des bureaux en Europe de l'Ouest qui s'installent. Depuis qu'on existe, l'ITA, c'est une communauté d'investisseurs de 60 000 personnes, dont 15 000 personnes en Belgique qui, voilà, comme à peu près dans les chiffres d'Econova, sont autour de 2 000 euros par investissement en moyenne et toujours plusieurs investissements. Donc voilà, l'ITA Europe, c'est 18 000 investissements réalisés. C'est 50 millions d'euros levés en actions et obligations depuis 2014, dont 8 millions d'euros levés en Belgique depuis 2017, soit un huitième de ce montant, ce qui est pas mal quand on considère que c'est un marché qui est 6 fois plus petit. On est une équipe d'une cinquantaine de personnes à ce jour, ce qui est une assez grande force. On a de plus en plus de fonctions support, marketing, growth hacking, relations investisseurs. Une partie qui est basée en France, mais qui travaille pour toute l'Europe, et le reste qui est basé en Belgique. En Belgique, on est une équipe de 8. Et voilà, donc 160 entreprises financées à ce jour, dont une quarantaine en Belgique pour l'ITA. L'offre de l'ITA au niveau du financement des entreprises, merci, je veux bien qu'on change de slide, elle se répartit sur 5 offres clés qui globalement recouvrent à peu près tout l'écosystème à impact, c'est-à-dire que nous, on est vraiment dans un positionnement d'investisseur généraliste tant qu'il y a un impact. La première offre qui représente à ce jour, surtout en Belgique, parce que c'est celle où il y a le plus de demandes, pour le dire clairement, c'est une offre Startup for Good. Donc, c'est financer des startups innovantes avec un impact social ou écologique fort et des réelles perspectives de croissance. Dans l'offre Startup for Good, on se positionne plutôt comme un investisseur early stage, même si après on se positionne également sur du long terme. Donc on accompagne de plus en plus de projets pour faire du early stage, de la série A, éventuellement aller jusque de la petite série B. Voilà, cette année, on a refinancé 2 startups, par exemple, dans ce genre de suivi-là. Ensuite, on a une offre près de chez vous qui est vraiment, en gros, dans l'idée d'avoir un ancrage local, donc pour des fermes locales, des lieux de vie locaux, etc. On pense que c'est très important, effectivement, de se servir de la démarche d'épargne citoyenne dans le financement participatif pour soutenir ce genre de projet, créer de la vie sociale, créer de la transition au niveau local. Ensuite, on est en train de développer une offre d'immobilier qui est pas mal développée en France, notamment sur tout ce qui est tiers-lieu immobilier de bureaux et qui avance de plus en plus en Belgique. On a une offre plus mature, donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est obligation. Donc PME, associations, donc des organisations d'une certaine taille avec un modèle économique mature et du coup qui, au niveau du risque financier, du ratio d'endettement, etc., sont capables de faire face au paiement de taux d'intérêt annuels, etc. Et enfin, on se positionne également dans les énergies renouvelables, donc projets de solaire, éolien, hydroélectricité, biomasse, souvent en partenariat avec des lieux, des villes, etc. Je veux bien qu'on change de slide.
Merci beaucoup. Donc là, je vous donne une petite image de notre portefeuille parce que je pense que ce qui définit beaucoup le portefeuille de l'ITA, c'est quand même la diversité. Donc pour donner une idée, là, c'est le portefeuille belge. On a Sport Amundi, dont la clôture a fermé aujourd'hui. C'était des obligations de 5%. Donc c'est une association qui promeut le sport chez les jeunes enfants. Sociago, qui a été également financé cette année, qui est en gros une émanation de l'ETA, donc entreprise de travail adapté Manufast, qui travaille avec des personnes handicapées et qui a décidé de se diversifier vers des projets du coup de logistique pour tout ce qui est ceinture bruxelloise dans l'alimentation durable, etc. Mon cafetier, qui est un projet d'économie de la fonctionnalité, en fait, pour que des particuliers ou des entreprises puissent louer des machines à café qui se servent pas de capsules en aluminium, mais de café équitable, etc., sans avoir forcément à acheter des machines et du coup avec une meilleure durée de vie, un meilleur entretien des machines. Enfin voilà, donc tout ce genre de projet, vous pouvez aller voir sur la plateforme. On en a 2 en ce moment. On a Coucou, qui est un projet en fait de location de robes de soirée, avec dans l'idée qu'une robe d'occasion, on n'a pas forcément envie de la porter 2 fois et que du coup autant la louer et qu'elle ait plusieurs vies. Et on a l'UCPA, qui est une association qui promeut également le sport, notamment auprès de populations qui peuvent pas forcément se payer des cours de sport trop chers. Voilà. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Merci. Du coup, pour expliquer un peu le processus de sélection de l'ITA, nous, on se positionne sur un processus de sélection qui est quand même assez important pour 2 raisons. La première étant qu'on considère que, en tant que partenaire de long terme des entrepreneurs, la sélection est aussi une occasion de jouer un rôle un peu de coach en entreprise, de conseil sur des sujets clés du développement des entreprises. Donc, on essaye vraiment de jouer ce rôle en parallèle. On pense que c'est hyper important d'accompagner les entreprises comme ça. Et ensuite, parce qu'on a toujours un mix de financement où, dans à peu près 100% des cas des entreprises qu'on a financées, on a une partie du mix de financement qui est quand même la principale, qui vient de l'épargne citoyenne, du crowdfunding, et tout un réseau d'investisseurs professionnels qu'on va voir à côté pour essayer de trouver ce qu'on appelle de la smart money, donc des investisseurs avec un certain background, des expériences, voilà, que ce soit des business angels, des fonds d'investissement à impact, etc., et qui quand même demandent qu'un certain nombre d'éléments soient creusés au niveau de l'analyse. Donc on fait ça d'emblée, comme ça on peut le faire. La due diligence, elle est réalisée par une équipe d'analystes en interne, dont je suis une des représentantes. Et ensuite, une fois que les projets sont sélectionnés, on transforme en dossier d'investissement qui est accessible aux investisseurs sur la plateforme. Voilà, il y a une petite liste un peu des gros sujets qu'on va creuser avec les entrepreneurs autour de la proposition de valeur, de l'offre, de l'équipe, des opportunités et des risques autour du marché. Une grosse analyse autour de l'ESG et de l'impact. Donc, vraiment faire à la fois analyse d'impact, donc en gros, comment l'entreprise cherche à apporter une solution à un problème autour de l'environnement, de la société, et ESG, c'est-à-dire plutôt les rapports avec les parties prenantes qui doivent être vertueux. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir un très bel impact, mais avoir des très mauvaises notations ESG, ou inversement. Donc, on fait vraiment les deux. Et derrière ça, on regarde les externalités négatives. On pousse également à avoir des indicateurs d'impact qui vont ensuite être inclus dans le reporting de la même manière qu'il y a un reporting financier, et voilà, à faire vraiment des plans d'amélioration. Je veux bien qu'on change la slide. Merci beaucoup. Pour finir du coup sur l'accompagnement de l'ITA, voilà, il y a tout ce processus de sélection qui se fait en plusieurs temps, rencontres, comité interne, comité externe, etc. Ensuite, il y a la collecte. Et je pense que ce qui est important de noter, effectivement, c'est que l'intérêt du crowdfunding, comme il l'a bien souligné Pierre-Yves, c'est vraiment d'avoir accès à une communauté qui peut derrière être une communauté d'ambassadeurs, qui peut être sensibilisée sur les sujets d'impact qui importent aux entrepreneurs, etc., etc. Et pour ça, il faut un support et vraiment avoir une grosse animation de communauté. Et là-dessus, l'ITA, il y a vraiment un accompagnement 360 qui est proposé. On est vraiment des équipes qui sont entre guillemets organisées en 2 temps. Un premier temps qui est analyse et un deuxième temps qui est relations investisseurs, chargé de campagne, etc. Où il va y avoir une préparation d'éléments stratégiques, éléments financiers, points juridiques, mesures de l'impact généré, on va dire, qui sont vulgarisés pour le grand public, qui sont communiqués aux investisseurs professionnels, etc.
Mais il y a aussi tout un coaching des entrepreneurs sur comment aller solliciter son réseau, que ça soit son réseau personnel, que ça soit son réseau professionnel sur LinkedIn, que ça soit en allant voir des acteurs du secteur dans lesquels ils sont intégrés, etc. Définir et mettre en place un plan de communication, se servir un peu voilà, de l'analyse des données, de data analyse pour faire du growth hacking et voir quelles sont les méthodes qui marchent le plus. Voilà, donc c'est tout l'accompagnement de l'État. Et ensuite, effectivement, il y a aussi un suivi. Donc, suivi en tant que partenaire stratégique. Généralement, on prend une place au board stratégique, voire au conseil d'administration quand on investit en capital, pour être là, pour continuer à pouvoir donner des conseils. Il y a un suivi pour réaliser un reporting auprès des investisseurs. Ce qui est un devoir une fois qu'on a demandé de l'argent à ces personnes, bien entendu, mais ça permet aussi de pouvoir voir en gros si les entreprises vont pas bien. Et dans le cadre de cette année, il y a des entreprises qu'on a refinancées dans le cadre du Covid parce qu'il y a ce suivi, il y a le reporting. Il y a aussi voilà, prendre en charge toutes ces choses administratives qui peuvent être lourdes, le remboursement des applications, les attestations fiscales dans le cadre du tax shelter, tout ce qui est vente en ligne pour les assemblées générales, etc. Donc il y a tout cet accompagnement-là. Je vais mettre en change de slide, s'il vous plaît. Et voilà, du coup, c'est la fin de la présentation avec petite slide pour vous présenter l'équipe. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des idées de projets à nous communiquer qui vous paraîtraient super à voir sur la plateforme de l'ITA, ou même si vous êtes porteur de projets et que vous aimeriez bien entendre un peu plus parler de l'ITA. Super, merci beaucoup Margot. Alors ici, j'ai une question. Oui. Quelqu'un qui me demande, est-on obligé de vendre des actions ou existe-t-il une alternative? Je pense peut-être que cette personne se place du point de vue de l'investisseur potentiel. Je ne sais pas si tu comprends la question telle quelle. J'ai demandé des précisions, mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Je pense que moi, telle que je la comprends, c'est plutôt une question en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de donner une partie de son entreprise ou pas? Nous, la manière dont on va fonctionner chez l'ITA, c'est d'abord écouter en gros les besoins et les envies des entrepreneurs. Donc, il y en a qui nous contactent en parlant immédiatement d'action, de vouloir voir des gens rentrer au capital, etc. D'autres qui nous parlent d'obligations. La question pour nous, c'est vraiment en gros de une, forcément voilà, de suivre ce que veut l'entrepreneur, mais de deux, voilà, d'avoir un principe de réalité, de voir ce qui est possible. Clairement, une entreprise qui vient de se lancer, qui a un stade hyper early stage, qui a pas encore un EBITDA positif, etc., ça va être compliqué de faire un financement en obligation. Enfin, le risque est forcément énorme de pas pouvoir forcément suivre au niveau du remboursement, du paiement des intérêts. Et dans ce cas-là, il y a juste discussion pour voir ce qui peut se faire, etc. Donc non, on n'est pas obligé. Après, dans les faits, l'analyse des risques que représente l'entreprise fait que dans certains cas, l'obligation ne sera pas ouverte à ces entreprises, en tout cas pas par nous à ce stade. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question ici, je pense que c'est donc d'une autre personne qui me parle d'un projet qui consiste en la création d'une maison d'inclusion pour les personnes porteuses de déficiences intellectuelles. Donc, ce serait par le biais du travail et de la culture. Elle demande si son projet pourrait éventuellement être soutenu par l'ITA. Oui, ça fait partie des projets qu'on est en train de pousser pas mal, notamment dans l'immobilier. Nous, on est en contact avec pas mal d'acteurs dans les questions du handicap, du soutien aux personnes handicapées. Donc oui, effectivement, ça pourrait faire partie des projets. Après, sans plus de détails, je ne peux pas répondre, mais ouais, sur le papier, ça a l'air de coller et c'est forcément un impact qui nous parle énormément. Super. Bien, pour la personne qui a posé la question, évidemment, on vous invite à contacter directement l'ITA. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On refera donc un petit passage en fin de présentation. Alors maintenant, je vais donner la parole à Malik Sloss de Look & Fin. Oui, merci Malik, beaucoup. Je te permets de partager ta présentation. Voilà. Super. Voilà, je la mets en grand. Merci. Bien. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Hop. Alors, eh bien,
Moi, je vais vous présenter aujourd'hui Look & Fin. Donc, d'abord, pour vous resituer, effectivement, mes collègues l'ont déjà et mes confrères l'ont déjà présenté. Mais donc, nous, on est focalisé sur le lending. Donc, on fonctionne uniquement avec des prêts. Et dans le lending, on est focalisé sur ce qu'on appelle le peer-to-business lending, c'est-à-dire des investisseurs particuliers qui vont financer des sociétés, donc plutôt des PME de toute taille. Donc, c'est principalement ce que l'on fait. Les avantages, mes confrères l'ont mentionné, mais on est capable de financer rapidement et de façon simple. Donc, nous, on est capable, à partir de la demande, de vous donner une réponse, je dirais, dans les 48 heures. Et on est capable de vous mettre à disposition les fonds, je dirais, dans les 2 semaines qui suivent. Donc, c'est assez rapide. On ne travaille qu'avec le prêt et donc, il n'y a pas de dilution du capital puisque c'est uniquement du prêt. Alors, on peut travailler sans garantie et c'est donc considéré par notamment les banques comme des quasi-fonds propres. Ça permet de faire un effet de levier et ça permet aussi d'avoir une certaine visibilité puisque vous êtes présent sur la plateforme lors de la campagne et ça permet de faire parler de vous et voilà, de présenter votre produit ou votre service ou votre projet à une grosse base d'investisseurs qui vont vous connaître mieux. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes, je pense, parmi les pionniers du crowdlending en Belgique, puisqu'on a été créé en 2012, donc ça fait bientôt 9 ans maintenant qu'on opère sur ce marché. On est, je pense, les leaders en termes de montants levés et on est dans les 3 plus grosses plateformes sur le marché français. On opère donc sur le marché belge, sur le marché français depuis 2015 et sur le marché luxembourgeois également. On a levé à peu près 100 millions à date, ce qui représente à peu près plus de 320 entreprises et on a remboursé 55 millions déjà à nos prêteurs pour un rendement moyen qui est de l'ordre de 5%. Pour faire tout ça, eh bien, on a une équipe de 30 personnes qui travaillent et on a, comme nos confrères, un agrément PFA délivré par la FSMA. On a eu le plaisir l'année dernière d'être élu deuxième FinTech par le Fast 50 de Deloitte. Et voilà, c'était un classement en termes de croissance. Effectivement, on a une belle croissance chaque année et aussi une belle base de prêteurs qui nous suivent et qui, effectivement, comme le mentionnaient mes collègues, sont là derrière les projets pour pouvoir les financer. Alors, on fait de l'immobilier et du corporate. Je vous propose ici de me focaliser plutôt sur le corporate, mais on fait également effectivement de l'immobilier. Alors, en termes de caractéristiques des crédits, en fait, on est assez flexible. On a, disons, 3 types de prêts, ce qu'on appelle secured, balanced et dynamic. J'y reviendrai en détail dans un instant. En termes de type de prêt, on est assez flexible, donc on fait des prêts amortissables, on fait des prêts in fine, ce qu'on appelle aussi les prêts boulettes, et on fait aussi des prêts qui sont un peu hybrides. Pierre-Yves en parlait, ce sont des prêts avec franchise en capital, donc pendant un certain nombre d'années, on va rembourser uniquement des intérêts et amortir le prêt après un certain temps, le temps de la franchise. On se positionne sur des montants qui démarrent à 50 000 € et qui vont jusqu'à 5 millions d'euros, sur des maturités qui vont de 6 à 60 mois, et pour des taux d'intérêt qui vont de 0,9 à 9% l'an. Comme le disait également Pierre-Yves, le taux d'intérêt va refléter le risque. Et donc, chaque projet est étudié au cas par cas et un taux d'intérêt lui est assigné. Alors, quelles entreprises sont éligibles chez nous? Eh bien, on va se focaliser plutôt sur les PME, plutôt les PME matures. Donc, effectivement, les pré-seeds et seeds vont généralement avoir un peu plus de mal à rentrer dans ces critères. Donc, on demande un minimum de 3 exercices comptables clôturés, un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros et un EBITDA positif, disons, sur les 3 dernières années. Bien entendu, ces critères sont étudiés au cas par cas. Donc, voilà, si vous avez un doute, n'hésitez pas à postuler, à introduire une demande via la plateforme et on regardera ça au cas par cas, c'est évident. Alors, je me focalise sur les différents produits. Donc, la nouveauté, Pierre-Yves en a déjà parlé, c'est les prêts régionaux. Donc, effectivement, les régions ont mis en place un système de prêts. Chaque région a finalement son propre prêt, mais donc, de manière générale, c'est des prêts pour lesquels les taux vont être de 0,9 à 1,75%.
sur une maturité de 48 à 60 mois si vous passez via Look & Fin. Je précise ici qu'il n'y a pas d'obligation de passer via une plateforme pour structurer et aussi prêter dans le contexte d'un prêt régional. Mais si vous prêtez dans ce contexte-là via Look & Fin, alors nous avons retenu les maturités de 48 et 60 mois pour des montants allant jusqu'à 300 000 euros. Et donc effectivement, c'est un prêt qui est garanti pour partie par la région, qui cible les TPE et les PME, qui est entièrement subordonné, c'est-à-dire que nous ne prenons aucune garantie sur ces prêts et on peut les structurer de manière amortissable ou boulette. Alors, on a une deuxième catégorie de prêts qui sont les prêts assurés. Donc là, en fait, le principe, c'est qu'un assureur crédit couvre à 100% le capital du prêteur. Et donc, en cas de défaut de l'entreprise, c'est l'assureur qui rembourse le capital restant dû à 100%. Et donc, ici, on va se positionner sur des taux de 2 à 3,5 pour des montants qui vont également jusqu'à 300 000 euros et sur des maturités là, un peu avec un range de maturité, je dirais un peu plus long, enfin plus grand, de 6 à 60 mois. Dans ce cas-ci, on peut effectivement prendre des garanties, c'est possible, mais ce n'est pas systématique. Et par contre, on fonctionne uniquement en amortissable sur ces prix-là, sur ces produits-là. Et enfin, les prêts dynamiques qui sont en fait finalement les prêts historiques, ceux qu'on faisait dès le départ, donc avec des taux qui sont des taux de prêt mezzanine de 6 à 9%, avec un grand range de maturité, 6 à 60 mois. Là, on peut monter jusqu'à 5 millions. On peut avoir des garanties ou pas. On se focalise ici sur les PME, tout le corporate et finalement aussi l'immobilier. C'est nos produits immobiliers qui sont rangés dans cette catégorie. Et on est dans ce cas-ci amortissable ou boulette ou la franchise d'ailleurs. Alors, si je me focalise peut-être rapidement sur le prêt proxy, donc le prêt proxy, c'est finalement le prêt régional de la région bruxelloise. L'objectif, c'est effectivement de connecter les entreprises et les prêteurs bruxellois, des prêteurs particuliers qui voudraient soutenir telle ou telle je dirais enseigne ou telle ou telle compagnie. Donc, en fait, on s'occupe de tout, on s'occupe de l'enregistrement, de la structuration, de l'analyse. Et donc, en termes, je dirais, de paramètres, donc c'est comme je le disais, des prêts subordonnés avec un taux de 0,9 à 1,75. Nous, on va jusqu'à 5 ans. Effectivement, on peut faire 8 ans, mais nous, on va jusqu'à 5 ans avec un prêt qui est soit amortissable, soit in fine. Et on s'occupe également de la retenue du précompte. Alors, quels sont finalement les critères pour pouvoir accéder à ce prêt? Eh bien, pour les emprunteurs, donc pour les sociétés, il faut être soit un indépendant, soit une PME. Il faut avoir une unité d'établissement en région de Bruxelles-Capitale et on peut emprunter jusqu'à maximum 300 000 euros. Pour les prêteurs, eh bien, ça doit être des personnes physiques résidentes en région Bruxelles-Capitale. Alors, on ne peut pas, effectivement, Pierre-Yves le soulignait, malheureusement, dans ce cas-ci, on ne peut pas être gérant, ni administrateur, ni conjoint, ni employé. Donc, on doit vraiment être une personne, je dirais, externe à la société, qui n'a pas de lien avec la société. Et il y a des maximums, je dirais, en termes de montants qui sont détaillés dans le slide. Donc, voilà, en fait, on peut prêter jusqu'à 75 000 euros par an et on peut au gros maximum avoir 200 000 euros de prêts de ce type. Et en fait, au-delà du taux, on le mentionnait tout à l'heure, pour le prêteur qui est de 0,9 à 1,75, alors on pourrait se dire, oui, c'est bas, mais l'avantage de ce type de prêt, c'est qu'il y a finalement un avantage fiscal qui se rajoute et qui doit en fait être ajouté au rendement que va toucher le prêteur. Et donc, il y a un avantage fiscal de 4% sur les 3 premières années et 2,5% pour le reste. Et en cas de défaut, en fait, la garantie prend la forme d'un crédit d'impôt de 30%. Et donc, c'est ça la garantie régionale. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller faire aussi un tour sur la plateforme. Il y a pas mal de réponses, à mon avis, aux questions que vous pourriez vous poser. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en apprendre plus ou si vous avez une demande, on sera ravis de l'étudier. Oui, merci beaucoup Malik. On a déjà une question ici. Oui. Quelqu'un demande si les critères de recevabilité des dossiers sont cumulatifs. Oui, ils le sont.
Néanmoins, encore une fois, j'invite vraiment, c'est-à-dire si 2 des critères sont remplis et que le 3e ne l'est pas, j'invite vraiment les participants à faire la demande. Ce n'est pas un robot qui trie les demandes, donc ce sont des personnes, c'est une partie des 30 personnes qui travaillent qui font ce tri, si je puis dire. Et donc, ces personnes-là sont formées et ont je dirais, ont des formations financières. Elles sont capables, voilà, d'interpréter ça. Et donc, voilà, s'il y a un doute, n'hésitez vraiment pas à faire une demande et on vous recontactera et on essayera de comprendre ensemble. Par exemple, en termes d'EBITDA, peut-être que sur les 3 derniers exercices, votre EBITDA n'était pas nécessairement toujours positif, mais peut-être qu'il le sera parce que vous avez un BP. Peut-être que ça ne fait pas 3 ans, mais 2 ans et demi que vous existez, mais que vous êtes rentable et que votre chiffre d'affaires est au-dessus d'1 million d'euros. Et dans ce cas-là, on peut aussi regarder. Ou peut-être que vous faites moins d'1 million d'euros, mais vous êtes rentable et ça fait plus de 3 ans que vous existez. Donc, normalement, c'est cumulatif, mais en cas de doute, je vous invite vraiment à introduire une demande. Elle va pas être traitée par un robot, elle va être traitée par quelqu'un qui va prendre le temps d'essayer de comprendre votre problématique. Super, merci beaucoup. Alors, pour l'instant, c'est tout. De nouveau, comme avant, si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à les poser. On refera un récapitulatif en fin de session. Merci beaucoup. Malik. Alors maintenant, je vais donner la parole à Caroline Jonker pour Mimosa. Caroline, voilà, tu peux partager ta présentation. Parfait. Vous voyez bien mon écran, je pense? Oui, on voit ton écran et on te voit. Merci. Parfait. Bonjour à tous. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous présenter Mimosa. Mimosa est donc une plateforme de financement participatif, comme tous présents aujourd'hui, avec la différence que nous, on est réellement dédié à la transition agricole et alimentaire. Donc, notre mission, en fait, chez Mimosa, c'est réellement de venir accélérer cette transition en recréant, en fait, du lien entre le monde agricole et alimentaire et la société. Et en fait, permettre à chacun de justement participer activement à cette transition, que ce soit donc les porteurs de projets, donc les personnes qui souhaitent lancer un projet, les citoyens et les entreprises. Alors, nos chiffres clés, donc Mimosa, c'est une start-up française à la base, donc on existe en France depuis 5 ans, en Belgique depuis 3 ans. Nous sommes une petite équipe en France, nous sommes une équipe de 30 personnes, du coup d'environ 28 personnes passionnées. En Belgique, nous sommes vraiment encore une petite équipe. Donc aujourd'hui, il y a moi et une autre personne, mais on est également en train de développer notre présence en Belgique. En France et en Belgique, nous avons accompagné jusqu'au jour d'aujourd'hui, du coup, 3800 projets. En Belgique, 300 projets. Je vais vous présenter juste après, mais en fait, en Belgique, sur les 3 premières années, nous étions uniquement présents avec au niveau du crowdfunding, donc le don avec contrepartie, alors que nous allons en fait lancer le crowdlending au cours du mois d'avril, raison pour laquelle je voulais déjà vous présenter notre offre de crowdfunding aujourd'hui, de crowdlending, puisque c'est un nouveau produit que nous allons lancer en Belgique au cours du mois d'avril. Pour vous donner une idée, du coup, donc en Belgique, les 300 projets, il s'agit donc bien de projets de crowdfunding, donc de dons avec contrepartie, qui représentent une collecte du coup de 1,5 million d'euros. C'est une collecte forcément du coup moins élevée que ce qu'on a donc pu récolter en France déjà pour des 5 dernières années, puisque le don est un outil qui va aller chercher des montants moins élevés que le crowdlending. Alors, avant de passer du coup à notre offre en détail, voici pour vous présenter un peu les différentes thématiques qui finalement se retrouvent le plus souvent sur notre plateforme, puisqu'on parle donc de transition agricole et alimentaire, mais finalement, ça représente quel type de thématiques. Voici donc celles qui sont le plus financées sur notre plateforme, à savoir aussi qu'on accompagne donc bien les projets à tout stade de vie, donc que ce soit un projet d'installation, mais également de création, développement, etc. Alors, nos offres de financement, donc comme je vous l'indiquais, Mimosa, nous sommes en fait présents tant au niveau du crowdfunding, donc dons et contrepartie, que le prêt rémunéré. En France, on propose les 2 outils depuis 5 ans le don, depuis 3 ans le prêt. En Belgique, nous proposons uniquement le don jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque donc au cours du mois d'avril, nous lancerons le prêt rémunéré en Belgique.
Du coup, aujourd'hui, je vais juste passer sur ce qu'on propose au niveau du prêt. Si vous êtes intéressé par le don, je le présenterai demain à la même heure, du coup, pendant l'atelier de crowdfunding. Donc, au niveau du prêt rémunéré, les données que je vous présente ici, forcément, du coup, c'est ce qu'on fait au niveau du prêt aujourd'hui en France, mais on compte se lancer sur base des mêmes données en Belgique. Donc, il s'agit d'un emprunt donc simple et rapide et donc surtout sans garantie aux cautions personnelles. On est sur un taux d'intérêt du coup entre 2 et 7%. Comme l'a expliqué Econova au début de ce webinaire, le taux d'intérêt fluctue évidemment en fonction du risque et puisqu'on ne demande aucune caution, aucune garantie, ce sont forcément des investissements assez risqués pour les citoyens et donc le taux d'intérêt est plus élevé que pour un emprunt par exemple auprès des banques. Par contre, il y a évidemment plein d'autres avantages également que je vous présenterai juste après. Donc, au niveau des montants, nous, chez Mimosa, on accepte des prêts à partir de 15 000 € jusqu'à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, en France, le maximum qu'on ait fait, c'était un emprunt de 1 million d'euros. On est du coup sur une collecte moyenne donc de 200 000 et sur un taux de succès 100%. Donc, on n'a pas encore eu de projets qui ont eu des défauts de paiement. Le remboursement, les échéances, tout ça, ça se décide vraiment au cas par cas. On est vachement flexible également au niveau, en effet, des remboursements des échéances qu'on peut proposer. Et alors, on est sur des frais de succès de 4%, des frais de succès, puisque nous prenons Mimosa uniquement une commission en cas de collecte réussie, donc uniquement au cas où le montant a bien su être collecté comme souhaité. Donc, je vous indiquais qu'il y avait plusieurs avantages. Donc, outre le fait forcément d'avoir accès à un financement via une plateforme qui regroupe énormément de citoyens, il y a les 3 gros avantages ici qui sont donc qu'il s'agit c'est un financement simple puisque tout se fait en ligne. Chez Mimosa, nous allons évidemment également vous coacher tout au long de la mise en ligne de votre page de collecte, à savoir que c'est évidemment plus important au niveau du don et contrepartie qu'au niveau du prêt. Au niveau du prêt rémunéré, c'est plutôt Mimosa qui va s'occuper de tout pour vous. Forcément, vous allez devoir rédiger la page de collecte, donc nous expliquer quel est votre projet, qui vous êtes, quel est votre objectif de financement, etc. Mais c'est nous qui allons partir à la recherche d'investissements et d'investisseurs. Il s'agit d'un financement sans garantie, donc caution personnelle, comme déjà mentionné. Et alors, il y a également l'option différée d'amortissement et aucun frais en cas de remboursement anticipé. Il s'agit d'un outil rapide puisqu'on peut très rapidement vous donner une première réponse. Au niveau du prêt, on va préqualifier votre dossier très rapidement. Donc, sous 48 heures, on peut vous donner une première réponse. Et puis après, on passera aux étapes suivantes que je vous montrerai juste après. Et puis, le troisième gros avantage, qui est vraiment le plus gros avantage au niveau du financement participatif de manière générale, c'est vraiment le côté inclusif. Et chez Mimosa, c'est encore plus important dans le sens où, puisqu'on est réellement une plateforme engagée au niveau de la transition agricole et alimentaire, nous avons construit au fur et à mesure des années une communauté très engagée de citoyens qui souhaitent venir financer tous ces projets à impact et qui, du coup, lancer votre collecte en fait auprès de cette communauté permet réellement d'apporter de la visibilité et de la notoriété autour de votre projet et de fédérer en fait des centaines d'ambassadeurs et de développer votre clientèle. On a vraiment ce retour de plus en plus de la part de tous nos porteurs de projets, c'est que ça, outre le côté financier, ça leur a permis réellement de développer des nouvelles relations avec soit des partenariats potentiels, soit des clients potentiels. Alors, là, il y avait encore une slide, mais apparemment, elle ne s'affiche pas. Je voulais simplement vous présenter justement comment se fait la sélection, quel est le processus de qualification aujourd'hui au sein de Mimosa. Mais du coup, pour vous l'expliquer de façon très brève, donc on commence réellement par une préqualification. On peut vous donner une première réponse de financement sous 48 heures, oui ou non, votre projet est éligible à un prêt sur Mimosa. Ensuite, nous avons nos analystes financiers qui vont analyser votre projet plus en détail, qui vont du coup vous demander également d'envoyer peut-être des documents encore en plus pour pouvoir analyser votre projet encore plus en détail, outre les documents nécessaires que je vous présente déjà ici. Et puis ensuite, votre projet sera présenté du coup en comité d'accompagnement et donc c'est le comité qui prend la décision finale si oui ou non on pourra financer votre projet. Donc au niveau des documents nécessaires, ils sont présentés ici. Donc on a besoin forcément d'un descriptif de votre projet, présentation de l'entreprise, une présentation de votre santé financière. Nous, on va tant financer des projets en cours de création que des projets existants.
Pour les projets existants, du coup, on va vous demander les liasses fiscales des 3 dernières années. Pour les projets en cours de création, votre business plan. On va vous demander également votre prévisionnel sur les 2 années à venir et alors tout autre document qui peut être intéressant pour mieux appréhender votre projet. Pour cela également, ce sera l'analyse financière en fait qui vous contactera en cas de besoin d'informations complémentaires. Ah, et zut, je voulais vous montrer aussi, je vais quand même essayer. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, peut-être que je vais passer en petit visuel. Je voulais simplement en fait finir ma petite présentation en vous présentant deux exemples concrets. Donc en France forcément, puisqu'en Belgique, comme je l'ai déjà indiqué, nous lançons le prêt au cours du mois d'avril. En France, on a notamment pu financer une boulangerie solidaire, par exemple, 100% bio. Le montant collecté était 30 000 € à travers donc 114 contributeurs. Et donc à chaque fois, forcément, en finançant les projets, on va vraiment analyser aussi quel a été l'impact et quelle est la transition que ce projet essaye de mettre en place. Ici, il s'agissait de la production donc, de pain 100% bio, sans additifs chimiques, à haute valeur nutritionnelle, s'engager dans un circuit court et également accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers une réinsertion professionnelle. Et alors un autre exemple, par exemple, c'est un projet donc Pool House, c'est un projet d'élevage respectueux des poules. Et donc ici, l'impact de la transition, c'était vraiment de s'engager pour la bientraitance animale, développer une pratique agricole éco-responsable et revaloriser la rémunération des éleveurs français. Vous pouvez voir ici notamment que ce projet-ci, il a été soutenu par Carrefour. Je n'ai pas trop le temps de l'expliquer aujourd'hui, mais donc si vous êtes intéressé par Mimosa, on vous fera un plaisir de l'expliquer. Mais on lance notamment, en fait, vu qu'on souhaite réellement être une plateforme engagée, on lance des partenariats avec énormément d'entreprises privées qui vont du coup soutenir donc tous les projets qui se lancent sur Mimosa et qui participent à un appel à projet qu'on lancerait avec une entreprise privée, peuvent également potentiellement obtenir une dotation financière supplémentaire de la part de ces entreprises privées. Notamment avec Carrefour, on les a aidés à augmenter par exemple leur référence de produits bio et leur référence locale en magasin. Et donc, les projets qui participent à l'appel à projet peuvent potentiellement être référencés au sein des magasins Carrefour, etc. Donc, on essaye vraiment d'aider les projets outre l'aspect financier. Et donc ici, pour ce projet-ci, on était sur un montant collecté de 300 000 € et 550 contributeurs. Donc voilà, c'était tout pour moi et pour Mimosa. Je reste disponible avec plaisir. Du coup, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Caroline. On a déjà plusieurs questions d'une personne ici. Je pense que tu y as plus ou moins répondu, mais je vais quand même les poser parce qu'il y a moyen d'approfondir un petit peu. Donc, cette personne demande quelles sont les conditions d'accès pour travailler avec Mimosa en termes pour les porteurs de projets. Est-ce que les projets que vous soutenez sont uniquement purement agricoles ou également écologiques et innovants, et si ces projets doivent nécessairement être en Belgique ou en France, ou est-ce qu'il est possible, je crois que c'est la question, qu'ils se situent dans d'autres pays ou sur d'autres continents? Alors, pour la première question au niveau des critères d'acceptation, c'est vrai que je ne les ai pas présentés aujourd'hui parce qu'on va très rarement présenter des critères au préalable, dans le sens où on est assez flexible, on préfère analyser les projets au cas par cas. Donc, on préfère que vous nous contactiez plutôt que de réellement déjà exclure des projets sur base de critères, même si forcément, vous vous doutez bien que les critères de base sont un endettement pas trop élevé, un chiffre d'affaires si c'est un projet existant, un chiffre d'affaires au-delà de 50 000 €, des fonds propres positifs, etc. C'est un peu les critères de base, je pense, pour avoir accès au niveau d'un prêt. Mais donc, je préfère que vous nous contactiez, qu'on en discute. Pour la deuxième question, donc au niveau du pays, alors les projets doivent en effet avoir lieu en France ou en Belgique. Par contre, on finance également parfois des projets qui ont lieu en Europe ou même hors Europe, mais dont le projet est néanmoins basé légalement en Belgique ou en France. Donc, si c'est on a financé par exemple un projet au Congo où il y avait tout un projet vraiment d'apiculture, etc. au Congo, mais la structure qui a développé le projet était basée en Belgique. Donc, il doit y avoir un lien avec la Belgique ou la France. Et alors, la troisième question, c'était au niveau de la transition. Est-ce qu'il doit toujours y avoir un lien avec l'agriculture et l'alimentation? Oui. On finance de plus en plus
de projets également de transition énergétique, en effet, donc au niveau des énergies renouvelables, etc. Mais il y a toujours un lien avec l'agriculture ou l'alimentaire. Ok, merci. Et cette même personne demande si, en plus de ce que vous faites déjà, vous avez mis en place des actions spécifiques pour limiter l'impact sur l'environnement de votre plateforme et de l'entreprise en général. C'est une très bonne question. Pour faire avancer les choses de manière positive en matière de climat. C'est une très bonne question. De toute manière, tous les jours, il faut savoir que justement Mimosa, donc on a notre communauté auprès des citoyens, mais nous, en tant qu'entreprise, on développe vraiment constamment l'écosystème qui est fort présent au niveau du secteur agricole et alimentaire. Donc, comme je l'indiquais déjà, on travaille avec énormément d'entreprises privées pour essayer de faire en sorte, puisque pour nous, ce sont eux aussi les acteurs qui ont le plus gros impact au niveau de ces deux secteurs, puisque sur notre plateforme, on finance énormément de petits projets, mais ce sont également les gros joueurs de ces deux secteurs qui doivent évoluer aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'avec eux, c'est les attirer dans ce combat, on va dire, de transition agricole et alimentaire en lançant des appels à projets, en faisant en sorte qu'ils viennent, eux, financer encore en plus les projets, etc. Et sinon, par ailleurs, on est non-stop, en effet, en train de brainstormer avec tous les acteurs, tout l'écosystème agricole et alimentaire en Belgique. De mon côté, je suis tout le temps, en fait, en contact avec les syndicats agricoles, toutes les structures d'accompagnement, tous les structures de labellisation, vraiment tous les joueurs qui peuvent avoir un impact. Et donc, on est constamment dans des discussions, dans des réflexions, en effet, de comment travailler mieux ensemble et comment travailler mieux ensemble pour que les choses s'accélèrent plus rapidement. J'espère que ça répond à les questions. Écoute, si ça n'y répond pas, je pense que cette personne reviendra vers nous. Et alors, encore une dernière question. Je ne sais pas si elle s'adresse directement à toi. Quelqu'un demande sous quelle forme interviennent les corporates au niveau investissement, subsides, etc. Du coup, sur les deux axes, donc il y a les corporates, les entreprises privées qui lancent des partenariats, donc qui, eux, font des dotations financières à certains projets, ou parfois qui vont également directement investir dans des projets de crowdlending, donc au niveau du prêt. En France, du coup, aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Et sinon, au niveau du prêt, aujourd'hui, on va toujours, donc il y a en effet, au niveau des projets en prêt, il y a toujours une certaine partie qui est investie par les citoyens, de plus en plus également par des personnes morales, mais on va toujours essayer de faire en sorte de garder un certain équilibre entre les investisseurs sur un projet en spécifique. On n'acceptera jamais qu'un projet soit entièrement financé par des entreprises. On veut vraiment garder un ratio entre citoyens et entreprises, puisque finalement, c'est le financement participatif par les citoyens qui représente, qui est au centre de notre plateforme. Donc, mais de plus en plus, en effet, des personnes morales viennent également investir, puisqu'on pense que c'est ça souvent qui fait en sorte aussi que les projets peuvent dépasser leur objectif largement. Ils peuvent avoir un impact encore plus important à travers leur projet. Ok, merci beaucoup. Alors pour l'instant, c'est tout. Alors, merci Caroline. On va passer à une petite session de questions-réponses si certaines personnes ont des questions plus générales. Entre-temps, j'en avais déjà une pour Lita, donc pour Margot. Est-ce que tu m'entends, Margot? Comme elle avait un petit problème technique, je ne sais pas si elle m'entend. Alors, je ne pense pas qu'elle soit là. Ok, eh bien la question pour Margot, Allô? on va la garder. Oui. Oui. Éléonore, oui, je ne sais pas pourquoi, super. je n'avais pas le son qui se remettait. Voilà, mais on t'entend bien maintenant. Alors la question est, je la reprends, concernant le prêt Startup for Good, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus en détail ce que vous entendez par une startup innovante? Ok. Alors, disons que nous, on cherche pas forcément l'innovation n'est pas forcément un critère définitif pour nous dans les projets qu'on finance. Voilà, donc je peux définir innovation. Après, clairement, c'est pas forcément un critère principal.
c'est vrai que généralement, comme on est sur des modèles qui cherchent à pousser la transition, généralement, il va y avoir une innovation qui est soit technologique, donc voilà, une nouvelle technologie qui permet de faire des économies sur tel ou tel procédé, une innovation dans le modèle économique aussi, peut y avoir ce genre d'innovation. Après, clairement, on a aussi financé des projets, enfin typiquement, je prends un exemple, cette année, on a financé une marque qui s'appelle La Ressource, qui veut ouvrir des boutiques de cosmétiques, produits d'entretien en vrac, zéro déchet, ou alors produits finis dans tout Bruxelles et peut-être ensuite dans toute la Belgique. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est vraiment innovant. En soi, le zéro déchet, c'est une nouvelle démarche, c'est pas non plus innovant. Donc c'est pas un critère qui est forcément le premier pour nous. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de l'impact, quoi. Parfois, l'impact, ça peut être aussi du low-tech, du no-tech, enfin voilà. Et juste pour préciser aussi, pour Startup for Good, on a des prêts pour certaines startups, enfin plutôt des obligations du coup, dans certaines conditions, mais les startups, c'est quand même souvent du capital, en tout cas au début. Enfin, c'est d'ailleurs souvent ce qu'elles nous demandent. Après, ça dépend des cas, mais effectivement, voilà, juste pour préciser ça. Ok, merci beaucoup. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions générales. Voilà, de toute façon, vous l'aurez compris, pour les questions un peu plus particulières qui soient liées à une plateforme ou à une autre, n'hésitez pas à prendre contact directement avec eux. Vous recevrez donc les slides par email par la suite. J'attends encore une petite minute au cas où, mais je vois que pour l'instant, au niveau des participants, on n'a plus de questions. Je vérifie que je n'ai rien oublié, mais je ne crois pas. Bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Un grand merci à tous les intervenants. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. C'était très clair, très intéressant. Voilà, donc de nouveau pour les participants, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à contacter chaque plateforme individuellement. Et alors, si vous avez des questions beaucoup plus générales en termes d'entrepreneuriat, de lancement de projet, d'entreprise ou du statut d'indépendant, vous pouvez nous contacter donc au 1819, numéro de téléphone 1819, ou vous rendre sur notre site sur lequel vous trouverez pas mal d'infos super intéressantes. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci encore aux intervenants. Et donc, les participants, vous recevrez un feedback et je pense un petit sondage aussi par email dans les jours qui suivent. Voilà, maintenant je vérifie, mais il n'y a plus de questions. Voilà, merci à tous. Bonne continuation à tous. Merci, bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Voilà.